Bon, allez, on va, pour les plus courageux d'entre vous, commencer cette avant-dernière session de chirurgie réfractive. Donc, je vous ai fait un petit diaporama sur mes trucs et astuces pour réussir sa chirurgie par Prelex. Donc, pour les plus jeunes, la Prelex, c'est Presbyopar Refractive Lens Exchange. Donc, la chirurgie du cristallin clair pour corriger la presbytie. Alors, c'est une chirurgie qui est super intéressante, mais qui peut être un peu casse-gueule, et c'est pour ça que j'ai fait ce topo. Il y a trois principales causes d'échec de la Prelex. Le premier, à mon avis, c'est le manque d'information. La deuxième, c'est une décompensation de la surface et de la sécheresse oculaire qui va empêcher la multifocalité de se faire. Et la troisième, c'est une décompensation de la vision binoculaire. Alors, régulièrement, j'ai des courriers de patients mécontents de leurs implants multifocaux qui veulent une explantation. Donc, on essaye au maximum d'éviter ces situations, mais c'est quand même très important de refaire finalement un gros bilan pré-op et quelques astuces chirurgicales pour ne pas se planter dans cette chirurgie. Donc, tout d'abord, repérer les patients psychiatriques. C'est hyper important de bien cerner le profil psychologique de son patient. Attention s'il est dépressif ou aux attentes irréalistes. Il faut bien expliquer au patient qu'on ne lui redonnera pas l'accommodation de ses 20 ans. Bien prévenir des halos, des baisses de contraste. Prévenir que ça peut mettre quelques semaines la neuroadaptation à se faire. Et bien expliquer la notion de compromis avec parfois besoin d'une petite paire de lunettes en VP ou en VL. Voilà. C'est bien aussi de pouvoir faire aussi du presbylasique pour vraiment guider des patients demandeurs de correction de presbytie, parfois plus sur du laser ou plus sur de la Prelex selon les cas. Donc il faut aussi expliquer le risque de retouche avec des implants piggyback ou laser. Si vous avez une petite erreur réfractive post-op, il faut pouvoir la corriger. On est sur une chirurgie réfractive, donc avec un engagement en tout cas sur un résultat. Donc il faut aller jusqu'au bout de la démarche et aller jusqu'à l'implant piggyback sphérique ou torique pour corriger une dioptrie de sphère ou de cylindre qui n'aurait pas été corrigée. Les risques de la chirurgie intraoculaire, il faut bien les rappeler parce que ça peut arriver malgré tout. Comme toute chirurgie, il existe des risques. Il y a deux fiches, je vous recommande de donner les deux fiches SFO. Il y a une fiche SFO chirurgie du cristallin, donc chirurgie du cristallin clair, qui n'est pas la fiche cataracte. Et il y a aussi une fiche SFO sur la multifocalité, justement spécifique sur les effets, les halos, etc. Et c'est très important d'avoir les deux pour que le patient soit vraiment bien informé. Donc les indications, idéalement, plus de 55 ans. En dessous, généralement, entre 48 et 55, je préfère faire un presbylasique. Et au-delà de 55, on est un peu plus près de la cataracte. On a plus de chances que le patient ait fait son DPV, donc un peu moins de risque potentiel de décollement de rétine. Je ne vais pas sur les hypermétropes de plus de 4 dioptries. Il faut qu'on ait un œil nickel, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un astigmatisme régulier, une topographie nickel, une rétine nickel, pas de glaucome. Il faut vraiment être sûr d'opérer un œil sain. S'il y a un patient qui a des drusènes ou un début de membrane, je ne fais pas de Prelex. Chez les métropes, on peut discuter une stratégie monoculaire et éventuellement compléter si vraiment il est satisfait en monoculaire. Et personnellement, je ne fais pas de Prelex chez les myopes ou chez qui on avait publié il y a quelques années maintenant un risque accru de décollement de rétine après extraction du cristallin. Donc les contre-indications qu'il faudra traquer, ce sera principalement la sécheresse oculaire et le bilan réfractif et oculomoteur. Il faut également faire un bilan soigneux à la lampe à fente, rechercher une petite cicatrice, un Cogan, puisque si vous avez une dystrophie de Cogan qui décompense en post-op, une cornea guttata pour éviter d'avoir un œdème du pseudophaque, une décompensation d'OTL du pseudophaque, éventuellement, selon les cas, tester la sensibilité cornéenne. Donc ce cas d'une patiente qui avait eu un implant trifocal torique avec une demande d'explantation, pas bien du tout avec son implant trifocal, pourtant torique. Donc le chirurgien avait pris la précaution de gérer la toricité. Et comme vous pouvez le voir sur cette photo lampe à fente et sur l'OCT, on voit qu'il y a une surélévation et une hyperintensité aux dépens de la membrane de Bowman qui provoque un astigmatisme irrégulier. C'est ce qu'on appelle une dégénérescence nodulaire de Salzmann. C'est une accumulation de collagène au niveau de la Bowman et qui donne cette topographie avec des astigmatismes très irréguliers
et sur lesquels la multifocalité, même torique, ne va pas fonctionner. En post-op, après, on peut faire, généralement, je fais juste un grattage, plus ou moins membrane amniotique pour aider à cicatriser, et dans des cas un peu plus récidivants, une photokératectomie thérapeutique au laser excimer. Donc on a dit qu'on traquait la sécheresse oculaire par tous les moyens possibles d'exploration, notamment sur cette population, bien chercher les bléphaриtes, etc. Et si on en revient à ce courrier là de demande d'explantation, finalement ce patient il avait une grosse blépharite avec un syndrome sec évaporatif majeur. Alors cette petite vidéo, je la fais à visée pédagogique et je l'utilise aussi moi-même de temps en temps. En fait, vous le voyez ici, c'est la projection de son disque de Placido sur un Orbscan. Vous voyez qu'en quelques secondes, les mires de Placido, elles sont rompues. Et quand il cligne, eh ben, ça revient. Mais ça veut dire que entre tous ces clignements, il va avoir un astigmatisme irrégulier important qui peut aller jusqu'à une dioptrie et demie et empêcher la multifocalité de fonctionner. Donc ce petit test, quand j'ai un doute sur un patient, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, je fais moi-même l'Orbscan et je regarde un peu ce que ça donne. Voilà, après, sur la carte Pentacam, il faut utiliser cette carte cataracte préop qui donne quand même pas mal d'informations. Vous avez l'astigmatisme cornéen total. On regarde s'il n'y a pas trop de décalage entre l'antérieur et le postérieur, notamment au niveau de l'angle, qui pourrait être suspect de kératocone. On vérifie qu'il n'y ait pas d'aberration cornéenne totale de façon trop importante. Il faut classiquement avoir moins de 0,3 microns de décalage de phase des aberrations optiques. Et on va regarder plus spécifiquement la Z40. Pour pouvoir mettre un iole sphérique, il faut qu'elle soit à plus de 0,1. On cherchera également l'angle kappa, qui a été rebaptisé corde mu, qui est la différence entre l'axe visuel et l'axe pupillaire. Et il faut qu'il soit de moins de 0,4 mm pour proposer un implant multifocal, parce que si vous avez un gros angle kappa, vous avez un risque de décentrement de la multifocalité et de mauvais fonctionnement. Personnellement, je fais une microscopie spéculaire systématique et évidemment, chez un patient qui a une insuffisance endothéliale ou une guttata, je proposerai encore moins de prélex pour éviter ce qu'on voit encore assez souvent, des décompensations endothéliales du pseudophaque. Le bilan oculomoteur, pas forcément de Lancaster systématique, mais sur point d'appel, où on évitera la multifocalité en cas de paralysie ou de strabisme. La biométrie, donc ce n'est pas un topo sur la biométrie, mais elle va être hyper importante. Attention aux antécédents de presbylasique. Le moindre décentrement de l'implant risque d'être hyper gênant. Donc j'en fais quelques-uns vraiment au compte-gouttes, plutôt avec des Z-off qu'avec des implants diffractifs. Et si vraiment il y a un terrain favorable. Le plus souvent, les erreurs biométriques sont liées à des erreurs de kératométrie, donc il ne faut pas hésiter à confronter plusieurs méthodes kératométriques, notamment ici, moi j'utilise volontiers la kératométrie Pentacam dans les 3 mm centraux. Il y a un module pour vraiment sélectionner les 3 mm centraux et proposer une implantation multifocale torique dès 0,75 dioptrie. Parce que si vous avez un patient qui finalement sort bien au niveau de la sphère, mais qu'il lui reste une dioptrie 25, il ne va pas être content, il n'aura pas une bonne acuité de loin et ne sera pas très content non plus de près. Donc les principales étapes chirurgicales et quelques erreurs à ne pas commettre, ou plutôt à éviter. Donc l'incision, il faut qu'elle soit bien limbique. Voilà, une petite incision limbique qui saigne. Et il faut éviter d'avoir là, à votre avis, quel est le problème? C'est écrit. Vous avez une incision là qui va être beaucoup trop cornéenne, donc qui va induire un astigmatisme important post-op. Donc ça va majorer un astigmatisme. Sur ce patient finalement qui était un petit peu en dessous du seuil d'un implant multifocal torique, il va passer de 0,6 à 1,2 en post-op et il ne va pas être content. Donc ce patient, qui est un de mes patients, je lui ai posé après un sulcoflex torique et au final il a pu avoir une bonne indépendance en VLVP et très content. Donc c'est une chirurgie du détail. J'utilise volontiers, ou en tout cas dès que j'ai des dilatations un peu fortes,
pupillaire, j'utilise volontiers la projection du Callisto pour avoir vraiment un Rexis qui fasse 5,5 ou éventuellement un tout petit peu moins de 5,5 pour être sûr d'avoir un implant qui soit bien stable, bien recouvrir l'optique de 6 sur 360 degrés. Et je vais vous montrer pourquoi. Je pense que c'est important. Je pense que c'est important parce que si vous faites d'emblée un trop petit Rexis, vous pouvez avoir plus de capsules ophthalmosis et on va avoir un implant qui va basculer un peu en arrière, donc ça va hypermétropiser et vous pouvez avoir une erreur réfractive, une mauvaise multifocalité. Donc là, cette patiente qui avait un capsulophthalmosis post-op, je lui ai fait un YAG capsulaire antérieur sur un implant Vivity et au final, elle était ravie. Alors, inversement, si on a un capsulorhexis trop grand, une pupille super dilatée, on a un rhexis un peu grand ou qui part un peu trop vite, qui va faire 7 mm. Et on va avoir, comme chez cette patiente, là, un tilt antérieur de l'implant avec une myopisation qui va être aussi gênante. Alors, pas en VP, une patiente qui sera probablement très bien en vision de près, mais en vision de loin, voilà, nécessité d'aller rajouter un sulcoflex. Donc j'ai mis une petite vidéo d'implantation sulcoflex. Donc c'est chirurgies qui sont assez simples, mais malgré tout, il y a quand même quelques petites subtilités. Il faut bien injecter le visqueux, bien laver le visqueux, bien faire attention que les aptiques soient bien positionnés, faire un myosis pharmacologique à la fin pour s'assurer que tout est en place. Voilà. Bon, sur la phacoémulsification en elle-même, 2-3 petits conseils, entre guillemets. Il faut faire surtout gaffe à ne pas traverser le cristallin. C'est des cataractes ou des cristallins clairs, donc ils ne vont pas être très, très épais. Donc il va falloir faire une phacoaspiration la plus douce possible pour pas passer au travers. Donc plutôt y aller doucement. Voilà. Donc là, cette patiente qui devait être pas trop jeune, qui a quand même craqué, mais souvent c'est des cristallins qui ne craquent pas forcément. Le polissage capsulaire, il va être hyper important. Il y a pas mal d'études qui ont montré qu'un polissage postérieur et antérieur diminuait le risque d'opacification capsulaire, de capsulophthalmosis et de décentrement. Donc il ne faut pas hésiter à y aller. Donc voilà, surtout là j'utilise avec le Stellaris une IA protégée, donc c'est assez confortable pour faire du polissage antérieur et postérieur. Voilà. Et enfin l'implantation en berge, rien de bien particulier. Voilà. Bien lavé à la face postérieure de l'implant, assez classique. Voilà. Avant de faire un petit cas clinique, j'ai oublié de dire quelque chose au début ce qui est très important dans ce topo. D'habitude, je mettais une diapo dessus. C'est qu'on est sur une chirurgie donc, réfractive, donc on est totalement hors nomenclature. Le patient il va payer toute sa chirurgie de A à Z, son séjour hospitalier, son acte, ses implants, et vous ne pouvez pas faire ni d'arrêt de travail, parce que c'est des patients actifs généralement, ni de bon de transport. Donc voilà, je vais terminer avec un petit cas clinique d'une demande d'explantation après multifocale torique. Patiente qui était alors vraiment hyper gênée, qui plafonnait en acuité visuelle autour des 3-4 dixièmes. Patiente avec un profil psychologique, fibromyalgie, quand même pas, on va dire qu'il y avait quand même quelques... voilà. Mais bon, malgré tout, hyper gênée. Bilan de sécheresse plutôt bien, pas de sécheresse oculaire significative. Et finalement, sur sa topo, voilà ces cartes Pentacam. Donc on se dit tiens quand même elle a une topo un peu finette, la 430 microns de pachymétrie centrale et on voit une cornée un peu oblate au centre. Donc cette patiente, en creusant un petit peu, elle a une PKR myopique en fait ancienne, donc avec une cornée oblate au centre. La décomposition de son polynôme de Zernike cornéen montre qu'il y a des aberrations de haut degré de presque 0,9 microns, donc c'est énorme. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut que ça soit en dessous de 0,3 pour être serein en chirurgie prélex. Donc après avoir fait quand même plusieurs consultations pour s'assurer que voilà, j'ai fini par céder, on va dire, à l'explantation et donc je l'ai explanté. Chirurgie, là, j'ai pas pu monter le film, puis ça aurait fait un topo un peu long.
Chirurgie qui était un peu délicate parce que l'implant collé au sac, donc finalement une exérèse du sac avec une petite vitrectomie antérieure et une pose d'un artisan. Et au final, une patiente là que j'ai revue, je lui ai enlevé ses points et elle remonte en acuité. Je pense qu'elle était réellement, elle avait probablement un brouillard lié à sa multifocalité. Et finalement, elle est très contente, elle me demande l'autre œil. Donc, c'est des cas un peu extrêmes, mais pour vous montrer que bah, voilà, le bilan pré-op, l'interrogatoire sont vraiment cruciaux pour avoir des résultats et des patients contents. Voilà, merci de votre attention.